Ok. Alors, sur cette image donc de gauche, j'ai un calque de réglage. Et si je veux voir sans le réglage, ben, j'ai le petit œil ici en face que j'enlève. C'est la même chose que d'utiliser l'œil ici en bas dans le panneau propriété et de cliquer sur lui aussi, ça marche. Les deux fonctionnent. D'accord? Bon, ben, je vais laisser l'œil. Et alors je vais transférer ce calque de réglage sur l'autre image d'à côté. Vous allez voir qu'on peut copier un calque d'une image à l'autre, que ce soit un calque qui contient des pixels ou un calque qui contient des réglages. Je prends le calque de réglage ici, je le dépose sur l'autre image, et voilà, sur l'autre image, quand je travaille sur l'autre image, dans la palette des calques, on me montre que j'ai copié un calque de réglage. D'accord? Donc c'est l'image JPEG à droite ici chez moi. Sur l'image JPEG, j'ai transféré le calque que j'avais créé dans l'image avec objet dynamique. On le déplace n'importe où sur l'autre image. Oui, donc pour répondre à ta question, en effet, si tu as une série de photos et que tu veux les modifier toutes de la même manière, tu vas pouvoir déplacer un calque, voire même un groupe de réglages, parce qu'on peut faire des groupes, d'une photo à l'autre. Mais ceci dit, attention, ça va marcher pour des photos prises en studio sous le même éclairage. Mais si les éclairages changent, le résultat sera peut-être pas génial. Bon, ceci dit, plutôt que de déplacer, si tu dois le faire sur plein de photos, tu peux aussi mettre au point un script, c'est-à-dire enregistrer le fait que tu mets tel réglage sur la première photo, et puis automatiquement, Photoshop peut appliquer le script sur plein d'autres photos tout seul, ultra rapidement. Il peut modifier plein d'autres photos. C'est ce qu'on appelle l'automatisation ou le batch process. Donc il y a plein de techniques qui existent. C'est quand même très vaste. Hein. Ouais. C'est quand même vaste, oui. J'avais essayé de le choper sur GIMP, mais j'arrivais. Alors, ben oui, donc ça c'est pas mal. On a transféré un calque de réglage d'une image à l'autre. Que l'image ait été avec objet dynamique ou pas ne fait pas de différence en fait. Hein. J'aurais pu faire la démo avec deux images sans parler des objets dynamiques. Mais si je vous ai montré ça, c'est parce que maintenant je vais vous parler de quelque chose qui est spécifique aux objets dynamiques. L'image de gauche ici qui a un objet dynamique, on a déjà testé précédemment que si on la redimensionne vers le bas, ça devient pixelisé, mais que si on réaugmente, ça redevient nickel parce que tous les pixels sont à l'intérieur. Ça, c'est le premier avantage de l'objet dynamique, le calque conteneur, c'est de pouvoir manipuler le nombre de pixels, réduire, agrandir autant de fois qu'on veut, sans qu'on perde des pixels en cours de route. L'autre avantage, c'est que tout filtre mis sur un objet dynamique va être dynamique. Alors, avant de montrer ça, on va aller travailler sur la version JPEG. Vous travaillez sur la version JPEG, vous cliquez sur la barre de titre et on va aller chercher un filtre ici. Menu filtre. Donc il ne s'agit pas d'un réglage. Il ne s'agit pas d'un calque de réglage, ce n'est pas un réglage couleur, teinte, saturation, courbe. Non, les filtres, c'est vraiment des filtres, des effets spéciaux. Ok. Alors on va essayer filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. C'est un filtre qui permet de mettre du détail, mais on va l'utiliser de manière assez extrême ici. Vous allez mettre le seuil à 0, comme ça le filtre va agir partout, bizarrement. Si on le met à fond, le seuil, il n'agit nulle part, le filtre en fait. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, et pourquoi c'est pourri et qu'il faut utiliser une autre technique d'ailleurs. Mais mettez le seuil à 0 et vous allez... ah oui, on a un petit problème. Cliquez sur annuler. On a un petit problème parce qu'on est en train d'essayer de mettre le filtre sur le calque de réglage de l'image JPEG. Il faut préciser qu'on veut le mettre sur le calque d'arrière-plan. Ben oui, je clique sur le calque d'arrière-plan. J'étais en train de travailler sur le masque du calque de réglage. C'est quelque chose dont on va parler un peu plus loin, le masque du calque de réglage. Mais il faut que sur l'image JPEG ici à droite, je travaille sur l'arrière-plan.
Alors j'y vais, menu filtre, renforcement, accentuation, le seuil à 0, et je vais y aller très fort dans la transformation. Donc je vais mettre les curseurs à fond. OK. Voilà. Donc les deux premiers curseurs à fond et le troisième curseur, le seuil, au minimum 0. Voilà. J'y suis allé très fort dans la démonstration, mais pourquoi pas. C'est mon côté pervers. Bon, bah ça devient moche, mais ça peut être sympa aussi. Bon, mais en tout cas, c'est un réglage extrême. Et en plus, vous voyez que le fait que l'image était JPEG, ça nous fait des choses bizarres, qui apparaissent plus. Donc, c'est pas l'idéal des images JPEG. Mais vous constatez qu'en tout cas, nous avons tout le détail sur les parties les plus claires qui a disparu, et peut-être même sur les parties foncées, c'est devenu très sombre. Alors, on va faire la même chose sur l'autre image. Vous allez activer le travail sur l'image qui contient un objet dynamique. Cette fois-ci, on ne va pas oublier d'activer le travail sur le calque qui contient la photo. Donc, le calque 0, là. Alors, on va appliquer le même filtre. Bon, petite astuce, c'est regarder un peu. Dans le menu filtre, le dernier filtre utilisé apparaît là au-dessus. On va le rechercher. Dans le haut du menu filtre, le dernier filtre utilisé est là. OK. Et donc, on obtient le même résultat de chaque côté, de manière assez surprenante. Mais non, pas du tout, c'est tout à fait normal. Mais il y a quand même une différence énorme. Dans la palette des calques de l'image ici, il y a quelque chose qui est apparu. Le filtre que j'ai mis sur le calque apparaît sous le calque. Il est désactivable. Il est également modifiable quand on double-clique sur le nom du filtre. Il se réouvre et on peut aller modifier les réglages. Donc, contrairement à ce qui se passe quand on ne travaille pas sur un objet dynamique, ici, on a la possibilité de remodifier le filtre, voire même le supprimer. C'est ce qu'on appelle les filtres dynamiques. Et en fait, tout filtre du menu filtre devient un filtre dynamique quand on l'applique sur un objet dynamique. Ça, c'est l'autre grand avantage des objets dynamiques. En fait, il faut travailler toujours... Mais disons que la plupart du temps, on va travailler avec des objets dynamiques parce que c'est quand même assez intéressant comme méthode de travail. Il faut y penser. Il faut y penser. Et il y a un troisième intérêt aux objets dynamiques, c'est pour faire des trucages photos, des photomontages complexes. On peut scinder le travail en plusieurs fichiers. On va essayer ça plus tard. Vous allez voir qu'on va par exemple travailler sur un personnage avec plein de calques. On va l'enregistrer, le fichier, en format Photoshop sur le disque dur. Et on va importer le fichier Photoshop dans une autre image. Il va apparaître sous forme d'objet dynamique. Donc on aura un personnage dans un décor et tous les calques du personnage seront accessibles si on veut. Ils n'apparaîtront pas parce qu'on aura vraiment un seul calque objet dynamique pour le personnage, mais si on veut, on pourra rentrer dedans et voir tous les calques du personnage. Donc ça va permettre de faire des trucages photos, des photomontages très complexes sans avoir des centaines de calques dans la palette des calques. Et on pourra toujours intervenir sur les différents calques. On peut intervenir sur les différents calques du personnage et répercuter ça automatiquement dans le décor. Oui, donc ça c'est l'autre intérêt. Vous avez vu les trois intérêts des objets dynamiques. Redimensionnement autant de fois qu'on veut. Autre intérêt, les filtres dynamiques. Et troisième intérêt, faire des photomontages complexes. Et donc si je vous ai fait faire un calque de réglage juste avant, c'est pour que vous voyez bien la différence entre un calque de réglage et un filtre dynamique. C'est pas la même chose. Le calque de réglage, c'est un truc plus vieux, ça date de 1994. Et les filtres dynamiques, ça date de la version CS4 qui est de 2012, je pense. Oui, ça doit être 2012 à peu près. Donc, c'est plus récent, les objets dynamiques et les filtres dynamiques.
Et ce genre de choses est rendu possible par l'évolution des ordinateurs. C'est pas que Adobe n'y pense pas, mais c'est que ça n'est pas faisable. Ils ne peuvent pas ajouter des fonctionnalités à Photoshop tant que les ordinateurs des gens n'arrivent pas à suivre au niveau du traitement. Voilà. Donc évidemment, la version JPEG, si je veux modifier le filtre, ben, je suis obligé de l'annuler avec l'historique ou avec CTRL-Z. Par exemple, avec l'historique, ici, je peux revenir en arrière d'une étape, vous voyez, juste avant l'accentuation. Puis je vais retourner dans Filtre, Accentuation. Oui, sauf que là, ça le réapplique de la même manière, donc j'annule à nouveau. Si je veux pouvoir modifier le réglage, j'enfonce la touche Alt au moment où je vais dans la première ligne ici, Accentuation, Filtre, Accentuation. Ça réouvre le réglage et je peux modifier. Donc si vous n'utilisez pas d'objet dynamique, vous êtes obligé d'annuler le filtre et de le remettre avec un réglage différent pour arriver au même résultat. Et les pixels sont réellement modifiés. Alors ça ne se voit pas encore sur la vignette ici, mais ils sont réellement modifiés. En attendant un peu, vous allez voir certainement que la maison ici va devenir bleue, comme dans la chanson pourrie. Là. Non, je rigole. On n'est pas à San Francisco, ça va. Voilà, donc ceci c'est le b.a.-ba de Photoshop. Ceci dit, des gens qui connaissent Photoshop depuis longtemps et qui n'ont pas remis à jour leurs connaissances ne savent pas que les objets dynamiques existent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est typique hein, dans les boîtes, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui est nouveau, qui vient d'arriver dans le monde de l'infographie, qui vient d'apprendre, eh bien, il connaît parfois plus que des anciens qui sont là et qui ont des mauvaises pratiques. Parce qu'avant, dans Photoshop, il y avait pas d'objets dynamiques. Les objets dynamiques, c'est depuis CS4, donc depuis à peu près 2012. Et donc, ça crée parfois des tensions. Il faut être diplomate quand on arrive dans une boîte et qu'on se rend compte que la personne n'utilise peut-être pas. Il faut prendre des pincettes et peut-être qu'on a mal compris aussi. Peut-être qu'on a mal compris et qu'en réalité, sa technique est tout à fait bonne, mais voilà. Ils ont un mode destructif, en fait. Oui, c'est ça, c'est le mode destructif. Alors, de plus en plus, on va vers le mode non destructif, en effet. Oui, on nous a appris ça. Alors, CS4. Ici, je suis dans Wikipédia et vous avez toute l'historique de Photoshop, qui au départ s'appelait Barnescan, c'était livré avec un scanner. Et oui, donc, c'est deux frères qui ont inventé ça, les frères Knoll. Et puis il y a un troisième larron dans l'histoire, c'est Russell Preston Brown, que si vous êtes sur Facebook, je vous incite à le suivre éventuellement, parce que pour l'instant, il est ce troisième larron qui est la partie artiste de ceux qui ont créé Photoshop, le trio qui a créé Photoshop. Ils ont Russell Preston Brown qui actuellement se spécialise dans la photo avec des drones. C'est son dada. Mais enfin bon, il n'a plus besoin de travailler, je crois. Alors pour la petite histoire, au départ, c'était fait pour les studios de George Lucas, hein, pour Light and Magic, là, et c'était fait pour remplacer des techniques non numériques, en fait. Oui, donc si vous êtes sur Facebook, ben, recherchez-le, il est très sympa et accessible. Donc, fin 2008, en fait, la CS4. Je vous ai dit 2012, mais je vous ai enduit dans l'erreur. C'est 2008. Ça vous a fait plaisir que je vous enduise dans l'erreur? Au moins. Ouais.